L'étude du tissu est capitale pour la détermination de l'authenticité du linceul, car cette pièce de lin est un témoignage palpable, presque vivant, des époques et des lieux qu'il a traversés. Et donc, avant de nous pencher sur l'image de l'homme du linceul qui est au centre de notre observation et qui fera l'objet des vidéos suivantes 7, 8 et 9, nous allons d'abord rassembler les informations apportées jusqu'à nous par ce modeste et fidèle témoin qu'est cette grande pièce tissée jadis par des mains bienheureuses. Qu'est-ce que le lin? Et qu'est-ce qu'un tissu de lin? Et qu'est-ce que ce lin du linceul, capable d'apporter jusqu'à nous comme la photo d'un personnage du passé? Disons quelques mots de cette plante ravissante et de ce merveilleux textile. Le lin est une plante à la fleur d'un bleu léger et profond, cultivée depuis toujours pour ses multiples qualités, en particulier sa longévité. L'on possède des étoffes de lin âgées de plusieurs milliers d'années, par exemple, retrouvées dans les tombes égyptiennes. Après la récolte, les tiges de lin sont débarrassées de leur matière résineuse collante par l'opération du rouissage, c'est-à-dire par un séjour dans l'eau ou sur champ, c'est-à-dire exposé à l'humidité en tout cas. Ensuite, par l'opération du taillage, c'est-à-dire par broyage et raclage, l'on ôte la partie ligneuse des tiges, c'est-à-dire la paille, pour ne garder que de longues fibres utilisables. Puis les fibres sont peignées, et l'on peut enfin les filer. Les fibres du lin sont des cellules géantes qui peuvent mesurer de quelques centimètres à plusieurs dizaines de centimètres de long. L'étoffe du linceul est un sergé de lin à chevrons. C'est du lin pur, sans mélange d'autres textiles. Il est composé de fils d'environ 0,2 de millimètre de diamètre. Et chaque fil contient 10 à 15 fibres torsadées. Les fibres du lin du linceul mesurent de 6 à 10 cm de long, pour un diamètre de 7 à 40 microns. Elles sont composées de 70 à 80% de cellulose. Les fils, eux, sont formés de fibres torsadées. C'est l'opération de filage. Le filage consiste à l'aide d'un fuseau, d'une quenouille ou d'un rouet, à partir des fibres textiles à l'état brut, à unir ces fibres entre elles en les tordant ensemble, à la main, pour obtenir un fil. Un long fil que l'on enroule sur le fuseau, par exemple. Cette opération de torsion des fibres s'est longtemps faite à la main. Les fibres ont un sens de torsion naturel. Le mouvement habituel suit la torsion spontanée des fibres et l'on obtient alors ce que l'on appelle une disposition en S. Sur le linceul, au contraire, on observe une disposition inverse dite en Z, traduisant probablement l'utilisation de deux fuseaux. Cette technique est propre à l'Égypte ancienne et au Moyen-Orient. Ce sont les spécialistes des textiles anciens qui nous le disent. Cette observation nous fournit un premier élément quant à la datation et à l'origine géographique du tissu. Il serait vraisemblablement d'une facture antique, orientale, plutôt qu'occidentale et médiévale. Les fils sont dits de chaîne pour ceux qui font toute la longueur du tissu, dans tous les tissus, et de trame pour ceux qui sont en largeur. Dans le linceul, il y a environ par centimètre 40 fils de chaîne et 25 fils de trame. Les fils dans la longueur sont donc plus serrés que ceux de la largeur. C'est le mouvement des fils de trame qui forme la texture en chevron. Chaque fil de trame passe au-dessous d'un fil de chaîne, puis au-dessus de 3 fils de chaîne, et ainsi de suite. Le terme technique de ce procédé s'appelle 3-li-1. Le fil de trame immédiatement au-dessous du précédent est décalé d'un fil de chaîne, et ceci 40 fois de suite sur le linceul, puis le sens est inversé.
ce qui donne au tissu un dessin en chevron. Notons d'ores et déjà quelque chose d'extraordinaire concernant les fils de trame du linceul. C'est sur eux, et sur eux seulement, que repose l'image. Les fils de chaîne ne sont pas colorés. Cette technique est longue et coûteuse. Elle était pratiquée habituellement pour la soie. Le tissage du linceul est lui-même d'une qualité telle que certains ont mis en doute qu'il ait été possible de tisser une telle pièce avec des métiers à tisser du 1er siècle. Et bien qu'on ne possède aucun textile ancien strictement identique au linceul, l'on connaît cependant des tissus de lin possédant des caractéristiques proches et qui sont bien antérieurs au linceul, tels les linceuls de momies de pharaons ou de princes de l'Égypte ancienne. Ce sont de toute façon des tissus de luxe pour l'époque. Le linceul est de haute qualité et très bien conservé. Mais bien que de grande qualité, le tissage du linceul comporte tout de même de nombreux défauts qui sont caractéristiques des méthodes antiques, notamment la grosseur des fils est irrégulière. Cela a son importance pour notre enquête, car il faut se rappeler qu'au Moyen Âge, les toiles de lin étaient devenues beaucoup plus fines et régulières. D'autre part, nous l'avons vu, le type de couture et de piquage de la longue couture qui parcourt le tissu d'un bout à l'autre est apparenté à ce qui peut être observé sur les restes textiles antiques découverts en Judée et datés avec certitude de 40 avant Jésus-Christ à 73 après Jésus-Christ. Et ce type de couture semble inconnu en Europe au Moyen Âge. Mais l'étude du tissu nous apporte d'autres éléments de datation encore. Le lin subit toujours une opération de blanchiment qui, dans l'Antiquité, était pratiquée sur le textile après le tissage. Cette technique semble avoir été complètement abandonnée et uniformément remplacée par une autre beaucoup plus efficace à partir du 8e siècle, le blanchiment ayant lieu dès lors en Orient comme en Occident avant tissage. Le tissu du linceul a été blanchi après son tissage, ce qui indique que son âge est à coup sûr antérieur au 8e siècle. D'autre part, incorporé dans le tissu, mais n'ayant aucune part dans le tissage, on trouve de rares fibres d'une espèce de coton, le Gossypium herbaceum, qui était cultivé au Moyen-Orient dans l'Antiquité, mais pas utilisé en Europe au Moyen-Âge, et qui fut progressivement remplacé par le coton des Indes plus avantageux. Enfin, il n'y a aucune trace de laine incorporée au tissu, ce qui tendrait à faire penser qu'il a été tissé sur un métier n'ayant pas été utilisé pour de la laine, c'est-à-dire plutôt tissé en Judée. En effet, seule la religion juive interdisait le tissage sur un même métier de matériaux d'origine végétale et d'origine animale. À ce stade, résumons donc nos constatations. Premièrement, le mode de tissage est caractéristique du Proche-Orient antique. Deuxièmement, le mode de blanchiment date des premiers siècles. Troisièmement, il y a des fautes de tissage propres aux méthodes antiques. Quatrièmement, la torsion en Z des fibres se retrouve dans certains tissus antiques, et cela seulement. Cinquièmement, l'absence de laine indiquerait une origine hébreu. Sixièmement, il y a des traces d'un coton antique et oriental qui est abandonné de nos jours. Et enfin, septièmement, la couture longitudinale caractérise la Judée. Tout indique donc qu'il s'agit bien d'un linge antique et oriental, et il n'y a aucun élément contraire. Nous devons donc établir cette certitude, le linceul est un linge antique et oriental. Examinons maintenant ce que nous disent les éléments présents sur le tissu du linceul, mais non constatables de prime abord. Sur le tissu, on a trouvé de la terre, des pollens, du sérum humain, de la lymphe, de la sueur et des cellules d'épiderme. Il y a de la terre sur le linceul. La macrophotographie montre, sous les talons de l'homme du linceul, notamment le talon gauche, une grande quantité de poussière agglomérée. L'analyse chimique de cette terre indique qu'il s'agit d'un carbonate de calcium, l'aragonite,
minéral qui présente de très grandes similitudes avec l'aragonite qui pave les rues de la vieille ville de Jérusalem. Les mêmes traces d'aragonite ont aussi été trouvées au niveau des genoux et du nez, mais nulle part ailleurs. On peut donc en déduire que l'homme du linceul a marché pieds nus et que ses genoux et son nez ont eu avec le sol un contact suffisamment dur pour que de la poussière s'y incruste. Nous pouvons en conclure que l'homme du linceul a marché pieds nus et qu'il est tombé en avant, la face contre le sol, et que ce pouvait être à Jérusalem. Considérons maintenant les nombreux pollens présents sur le tissu. Différents palynologues, c'est-à-dire des spécialistes des pollens, ont étudié, isolément ou en équipe, ce qui a pu être recueilli sur le linceul. Le plus connu de ces savants est certainement Max Frey, éminent criminologiste et botaniste suisse, aujourd'hui décédé, qui a réalisé les premières études des pollens. Citons aussi l'Israélien Avinoam Danin, professeur de botanique à l'université hébreu de Jérusalem, dont les travaux sont plus récents, mais qui convergent avec ceux du professeur Max Frey, et d'autres spécialistes des pollens pourraient encore être mentionnés. Tous leurs travaux sont concordants. Près de 60 variétés de pollen ont été identifiées appartenant à des familles de plantes dont 17 vivent en Europe et 41 en Afrique ou en Asie. Une seule région au monde contient simultanément 38 de ces 41 espèces, les monts de Judée. Notamment, on trouve sur le linceul les pollens de 3 espèces d'arbustes qui ne se trouvent que dans la région de Jérusalem. Ce sont 3 espèces propres au Moyen-Orient et qui ne poussent simultanément qu'en Judée. Le Cistus creticus, c'est-à-dire un petit arbuste. La Gundelia tournefortii, qui est un arbuste épineux qui pousse entre Jérusalem et la mer Morte et qui, à elle seule, représenterait 50% des pollens trouvés sur le linceul. Et le Zogophyllum du Mosum, un caprier qui vit dans la région de Jérusalem, dans la vallée du Jourdain et dans le Sinaï. L'étude des pollens apporte encore une autre précision. La présence de Gundelia tournefortii et de Zygophyllum du Mosum permet de préciser à la fois le lieu et la saison où ces pollens se déposèrent sur le linceul. En Judée, au printemps. Autre indication importante encore. Parmi les pollens répertoriés, il y en a 2 qui n'existent ni en Palestine ni en Europe. Une de ces 2 espèces, l'Atrafaxis spinosa, existe à Urfa, c'est-à-dire l'ancienne, à Urfa, c'est-à-dire l'ancienne Édesse. L'autre, l'Epimedium pubigerum, existe à Istanbul, c'est-à-dire l'ancienne Constantinople. Les pollens attestent donc du séjour du linceul dans ces 2 villes. À ce stade, arrêtons-nous un instant pour nous poser une question. Un faussaire aurait-il imaginé déposer sur le linceul ces éléments invisibles à l'œil nu, la terre de Jérusalem et les pollens de Judée, d'Édesse et de Constantinople? Et s'il y avait pensé, aurait-il pu le faire? La réponse est non, aux 2 questions. Ne serait-ce que la terre et les pollens, à eux seuls, ces éléments démontrent que le linceul n'est pas une fabrication artificielle. Maintenant, en ce qui concerne le sérum humain, la lymphe, la sueur et les cellules d'épiderme, nous en parlerons dans une autre vidéo, en étudiant les sévices subis par l'homme du linceul. Mais il est important également pour l'établissement de l'authenticité d'énumérer ce qui ne se trouve pas sur le linceul. Pigments et liants tout d'abord. Il n'y a sur le linceul ni pigments de peinture ni liants. Pigments et liants sont les 2 constituants de base qui composent tout type de peinture. Le pigment est ce qui donne sa couleur à une peinture et le liant est le support du ou des pigments. Par exemple, l'huile, l'eau sont des liants. Or, on entend souvent dire et répéter, par les contestataires systématiques de l'authenticité, que le linceul est une peinture. Pourtant, il n'y a ni pigment ni liant d'aucune sorte sur le linceul. Il n'y a donc pas de peinture sur le linceul.
Le linceul n'est pas et ne peut être une peinture. Capillarité. Un liquide, même épais ou visqueux, appliqué sur un tissu, s'accroche au tissu en se glissant plus ou moins entre les fils du tissu par capillarité. Une peinture aurait pénétré le tissu par capillarité. Or, la silhouette de l'homme du linceul ne présente aucun phénomène de capillarité. Nous constatons une nouvelle fois que les colorations de la silhouette ne peuvent résulter d'une peinture. Toute utilisation d'un pinceau ou de tout autre instrument destiné à appliquer de la peinture sur un support laisse une trace indiquant la direction du mouvement de l'outil, qu'il s'agisse d'un trait, même léger et très court, ou qu'il s'agisse d'un point. Les ombres qui dessinent la silhouette de l'homme du linceul ne montrent aucune trace directionnelle. Ce constat corrobore le précédent, le linceul n'est pas une peinture. Il n'y a pas de trace de putréfaction sur le linceul. Le corps qui l'a enveloppé n'y est pas resté longtemps, pas plus de 40 heures. Pas de moisissure non plus. Certains chercheurs pensent qu'il y a peut-être sur le tissu de différents éléments, de l'aloès et de la myrrhe, des extraits de plantes servant à l'embaumement des corps, des végétaux, des fleurs et des feuilles autour du corps qui auraient laissé la trace de leur contour, des pièces de monnaie sur les yeux, des traces de doigts sous les pieds, des traces d'outils, les outils qui auraient servi à la crucifixion, et il y a aussi des inscriptions, mais qui sont décelables uniquement par imagerie spéciale et qui sont encore quelque peu énigmatiques. Et il y a effectivement des inscriptions, notamment autour de la tête. Donc des recherches sont à poursuivre sur tous ces différents points, c'est très intéressant. Notre étude du tissu se termine. Voici la moisson des éléments recueillis. Il s'agit d'un linge antique et oriental. Le linceul a séjourné en Judée au printemps. Il a séjourné à Édesse et à Constantinople. L'empreinte n'est pas une peinture. L'homme est tombé durement sur le sol, sur un sol comparable aux rues de Jérusalem, et si le linceul a contenu un corps, ce fut pendant peu de temps. Les 3 prochaines vidéos, les numéros 7, 8 et 9, sont consacrés à l'observation de l'image corporelle elle-même, en particulier sous l'angle médical.